Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse. Donc au programme de cette semaine, nous ferons un point sur les actualités du ministère des Armées et nous passerons ensuite au focus dédié cette semaine à la France et l'OTAN. Et il sera présenté par la capitaine de vaisseau Antoine Freinet de Coutard, chef du département OTAN et relations transatlantiques à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Enfin, nous poursuivrons avec le point sur les opérations militaires françaises qui sera présenté par le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Je débute les actualités avec une annonce. Ce mardi 7 octobre, la Direction générale de l'armement a officiellement lancé le pacte espace en présence de plus d'une cinquantaine d'industriels du domaine spatial. Pour rappel, le pacte espace a été signé le 17 juin dernier lors du salon du Bourget. Le pacte espace constitue un engagement fort entre le ministère et la filière spatiale. Et reprenant le modèle du pacte drone initié lors du salon Eurosatory 2024, il permettra de faire dialoguer tant les industriels civils que militaires du domaine avec le ministère. Il apportera une réponse adaptée et souveraine aux besoins des forces et aux nouveaux enjeux de l'économie spatiale. Le pacte est piloté par la DGA avec le soutien conjoint du GIFAS pour le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales et de l'Alliance New Space France. Il associe également les forces et d'autres acteurs étatiques concernés par le spatial comme le Centre national d'études spatiales CNES ou l'ONERA. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher de la DGA. Autre événement marquant de cette semaine, le 8 octobre s'est tenu à Stockholm le dialogue stratégique franco-suédois. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets stratégiques, parmi lesquels les travaux sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, ainsi que la sécurité en mer Baltique et dans le Grand Nord. Les échanges ont également porté sur la nécessité de renforcer la coopération dans des domaines clés tels que la protection des infrastructures sensibles, le spatial ou encore le cyber. La France et la Suède entretiennent une coopération bilatérale en matière de défense qui se veut toujours plus ambitieuse dans la continuité de la visite d'État du président de la République en Suède l'année dernière. Je poursuis avec plusieurs actualités en lien avec la préparation opérationnelle des forces. Du 13 au 23 octobre, l'armée de terre organise l'exercice Aegis dans le Massif central. Il sera mené par la 19e brigade d'artillerie et réunira 350 soldats. L'objectif est d'entraîner et d'évaluer l'emploi d'un groupement tactique artillerie sol-air, dit GTASA, et son poste de commandement intégré. La mission, c'est de protéger les unités au sol en neutralisant les menaces aériennes dans un contexte d'engagement de haute intensité avec une dimension interarmée et interalliée. Cet exercice conclura 5 semaines d'entraînement consécutif de ce GTASA qui a débuté avec l'exercice Volfa dont on en a parlé lors du point presse il y a à peu près 2 semaines. C'est également un jalon important dans la montée en puissance de cette brigade dans la perspective de la prise d'alerte par la France de composants de l'Allied Reaction Force, l'ARF, de l'OTAN en 2026. Les forces affectées à l'ARF sont mises à disposition sous court préavis selon un système de rotation. Celui-ci prévoit que les alliés prennent la tête de différents commandements de composantes de l'ARF, généralement pour 1 an. En 2026, donc, la France prendra le commandement des composantes terrestres et maritimes de l'ARF. Retour à Paris. Le CEMAT vous donne rendez-vous à l'école militaire le jeudi 16 octobre à 10h pour présenter l'armée de terre, sa vision, ses axes d'effort et ses capacités. Organisée par le commandement du combat futur, cette édition placée sous le signe de l'innovation réunira une 60aine d'unités de l'armée de terre. Les visiteurs pourront découvrir une 30aine d'équipements de tout type et ils pourront aussi participer à des conférences. Le CIRPATER est à votre disposition si vous souhaitez plus de renseignements. Rendez-vous ensuite au camp de Canjuers dans le Var. Le 3e régiment d'artillerie de marine a procédé à une première campagne de tir avec le MEPAC en collaboration avec la section technique de l'armée de terre, la STAT. Pour ceux qui ne le savent pas, le MEPAC, c'est un mortier de 120 mm monté sur un véhicule blindé Griffon pour l'appui au combat. Issu du programme militaire Scorpion, il constitue une avancée majeure par rapport au mortier tracté car il permet
une mise en batterie rapide, une meilleure protection des soldats et une mobilité accrue. La Marine nationale s'est également illustrée avec le succès du tir de missiles aériens Aster 30 contre une cible supersonique tirée par un Rafale Marine. Ce tir de missile a été réalisé par la frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée Alsace. Les missiles Aster sont développés en coopération par la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Ils existent en 2 versions, l'Aster 15, adapté à l'autodéfense, et l'Aster 30, à portée étendue pour la défense de zone. Ils équipent aujourd'hui les frégates multimissions, les frégates de défense aérienne et le porte-avions Charles de Gaulle, et équiperont demain les futures frégates de défense et d'intervention. Ces missiles sont spécialement conçus pour détruire des aéronefs et des missiles assaillants. Je vous laisse découvrir quelques images du tir en question. Ce type de tir entraîne les équipages à faire face à des situations susceptibles d'être rencontrées par les bâtiments de combat de la marine en opération, en l'occurrence la neutralisation d'une menace aérienne supersonique. Cet entraînement témoigne ainsi de la constante adaptation de la marine aux nouvelles formes de conflictualité. Et le succès de ce tir témoigne également du haut niveau d'expertise des équipes industrielles et opérationnelles. Enfin, le 10 octobre aura lieu la prise d'armement pour essai du sous-marin nucléaire d'attaque de Grasse, 4e SNA du programme Barracuda. Pour l'occasion, le vice-amiral d'escadre Xavier Petit, amiral commandant les forces sous-marines et les forces océaniques stratégiques, présidera une cérémonie sur le site de Naval Group de Cherbourg. Cet événement unique dans la vie d'un sous-marin verra son premier équipage prendre la responsabilité du SNA de Grasse pour conduire des essais à quai puis à la mer. Ensuite, le sous-marin sera reçu par la Marine nationale et arrivera dans son port-base de Toulon. Ce type de SNA dispose de capacités profondément modernisées et illustre la démonstration d'une marine de combat, de pointe et de talent. 3 unités sont d'ores et déjà en service, le Suffren, le Duguay-Trouin et le Tourville. Pour plus d'informations, le CIRPA Marine peut répondre à vos questions. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, du 17 au 31 octobre se tiendra l'exercice annuel European Air Refueling Training, EART, sur la base aérienne de Lanzarote en Espagne. Créé en 2014 par le commandement européen du transport aérien, cet exercice rassemble des avions ravitailleurs des nations membres des pays alliés. Un A330 MRTT, Phoenix de l'armée de l'air et de l'espace, y participera aux côtés des ravitailleurs espagnols, italiens et de l'unité multinationale MMU de l'OTAN. Seule expertise multinationale dédiée au ravitaillement en vol en Europe, il vise à renforcer l'interopérabilité entre partenaires, harmoniser les procédures et ainsi renforcer la préparation collective. Autre actualité de l'armée de l'air et de l'espace. L'escadron de transport 361 Poitou célèbre cette année ses 80 ans. À cette occasion, une cérémonie sera organisée le 17 octobre sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy. Des présentations statiques et dynamiques, notamment avec les commandos parachutistes de l'air, seront organisées. Seule unité de transport aérien dédiée aux opérations spéciales, l'escadron Poitou, a participé à toutes les opérations de l'armée de l'air et de l'espace depuis la guerre d'Indochine. Il réalise des missions d'entrée en premier, de renseignement, d'aéroportage, d'aérolargage, de reconnaissance et de guidage des frappes aériennes, ce qui fait de lui un appui déterminant aux opérations spéciales françaises. Autre rendez-vous annuel de l'armée de l'air et de l'espace, Bulle d'air. Le festival de la bande dessinée aéronautique et de l'aviation se déroulera le 12 octobre sur la base aérienne 105 d'Évreux. Au programme, 14 auteurs viendront à la rencontre du public pour présenter et dédicacer leurs ouvrages. Exclusivité cette année, 2 anciens spationautes français, Philippe Perrin et Jean-François Clairvoy, seront présents pour partager leur expérience. De nombreuses autres animations
seront proposés dans le cadre de ce festival, notamment une visite du musée et des avions historiques de la base aérienne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPA Air et Espace. Actualité mémoire maintenant. Le 15 octobre aura lieu l'inauguration du Jardin de la Paix franco-allemand à la nécropole nationale de Hartmannswiller Kopf dans les Vosges. Ce jardin est baptisé Entre les lignes, un nom qui fait écho aux lignes de crête, aux lignes de front, à toutes ces lignes mouvantes où Français et Allemands se sont autrefois affrontés pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle laisse place à des espaces de paix, ou de mémoire partagée et de liens d'amitié entre nos deux pays. Avec le soutien du ministère, ce nouveau Jardin de la Paix vient rejoindre la trentaine d'autres déjà existants sur les territoires marqués par la Grande Guerre, en France et en Belgique, le long de l'ancienne ligne de front. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent assister à l'inauguration et dans ce cas, je vous invite à vous rapprocher du SGACOM. Enfin, je vous annonce que le nouvel épisode du podcast DevCast est en ligne. Cet épisode est consacré au portrait du colonel Frédéric Leborgne, chef de corps du 2e groupement d'incendie et de secours. Il revient sur les interventions les plus marquantes de sa carrière et partage sa vision de commandement. À la tête de plus de 1700 sapeurs-pompiers, il dirige la caserne Masséna, située dans le 13e arrondissement de Paris, la plus grande caserne d'Europe. L'entretien est disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur notre chaîne YouTube. Ceci conclut les actualités du ministère. Avant de passer au focus, avez-vous éventuellement des questions sur ces actualités ? Oui, Nicolas Barat-Figaro. Juste une précision sur le pacte espace. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'entreprises ont signé ce pacte, des exemples, et précisément après ça va servir à partager des informations avec le ministère? Vous pouvez donner quelques détails? Merci. Alors, on reviendra vers vous avec plus de détails, notamment sur le nombre d'entreprises qui ont signé ce pacte. Merci beaucoup. Autre question? Alors, je passe maintenant au focus du jour consacré aux priorités et actions de la France à l'OTAN pour renforcer la défense collective. Ce focus intervient à quelques jours de la prochaine réunion des ministres de la Défense de l'OTAN qui se tiendra le 15 octobre à Bruxelles. Membre fondateur de l'OTAN, la France contribue aux 3 tâches fondamentales de l'Alliance: défense collective, prévention et gestion des crises et sécurité coopérative. Concrètement, l'engagement de la France se traduit de plusieurs façons. Près de 800 militaires sont détachés au sein des différentes entités de l'Alliance. Le commandement allié transformation ACT est assuré par un officier général français, l'amiral Vendier. Depuis mai 2025, la France assure également le commandement de la NATO Mission Iraq, qui a fait l'objet d'un point presse le mois dernier. La France est par ailleurs le 4e contributeur au budget militaire civil et au programme OTAN d'investissement au service de la sécurité. La France participe à de nombreuses opérations et exercices interalliés. Enfin, environ 2500 militaires français participent au renforcement de la posture de défense de l'OTAN, comme nous le rappelle chaque semaine le point sur les opérations militaires qui vous est présenté lors du point presse. L'engagement de la France au sein de l'OTAN illustrant notre fiabilité, crédibilité et solidarité auprès de nos alliés s'accompagne d'un effort particulier pour orienter les travaux de cette alliance structurante pour la sécurité des Français et la sécurité des Européens. Je vais à présent céder la parole au capitaine de vaisseau Antoine Freinet de Coutard qui va vous apporter un éclairage sur ces questions. Merci beaucoup. Commandant, c'est à vous. Merci Madame la déléguée. Bonjour à tous. Je vous remercie d'abord de me donner l'occasion de présenter aujourd'hui les enjeux de la réunion ministérielle qui aura lieu la semaine prochaine à Bruxelles. Alors, pour vous donner le cadre de mon propos, je suis le chef du département OTAN en relations transatlantiques à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Nous sommes en charge de tous les travaux OTAN au niveau politico-militaire pour le ministère. Ces travaux sont conduits évidemment au profit de notre ministre, en lien étroit et quotidien avec nos collègues de l'état-major des armées, avec les armées, directions et services, et ainsi qu'en lien étroit avec nos homologues du Quai d'Orsay. À ce titre, je vais aborder aujourd'hui avec vous les enjeux de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN qui se tiendra mercredi prochain, et de façon plus générale, les enjeux pour la France à l'OTAN aujourd'hui. Donc la réunion de mercredi prochain est l'organe décisionnel pour les 32 ministres de la Défense de l'Alliance.
Elle se réunit 3 fois par an autour du secrétaire général, M. Mark Rutte, en présence des 2 commandants stratégiques, le Supreme Allied Commander Europe et le Supreme Allied Commander Transformation, l'amiral Vendier, que vous connaissez pour l'avoir vu, je crois, il y a quelques mois, ici même. C'est la première réunion ministérielle défense depuis le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui a eu lieu à La Haye au mois de juin. Elle intervient également 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, après la conférence des chefs d'état-major qui a eu lieu à Riga, dans un contexte que vous connaissez, où la posture de défense de l'OTAN est éprouvée par des intrusions russes dans nos espaces aériens. Et comme l'attestent les 2 récentes invocations de l'article 4, au mois de septembre, par la Pologne et par l'Estonie sur ces incursions, l'OTAN a été testée et l'OTAN a répondu. Le contexte est également marqué par le positionnement de l'administration américaine. Alors l'évolution de cette posture américaine, elle suscite des questionnements auprès de nos alliés européens. Et la notion de partage du fardeau avec les Américains, qui a été annoncée depuis de nombreuses années et par plusieurs administrations américaines successives, elle prend à présent une illustration plus réelle pour nombre de nos alliés européens. En cela, la présence et les déclarations du Secretary of War américain, M. Pete Hegseth, sont donc particulièrement attendues. Enfin, cette réunion intervient à un moment essentiel pour les travaux de l'Alliance, dont les membres ont réaffirmé leur engagement à La Haye en juin, en consacrant à l'horizon 2025 3,5% de leur produit intérieur brut au budget de défense nationale, et 5% si on y ajoute les dépenses connexes liées à la défense. Les discussions de mercredi devraient donc s'inscrire dans la continuité du sommet de La Haye et porter sur la détermination collective à soutenir Kiev. Les sujets principaux y sont capacitaires et financiers, les plans de réponse de l'OTAN, et dans ce contexte actuel, l'application à ces précédents points de la défense aérienne notamment. Cette séquence du 15 octobre sera également particulièrement dense, car ils seront adossés une réunion ministérielle de l'Ukraine Defense Contact Group, qui est une instance de coordination du soutien pilotée par les Britanniques et les Allemands, et qui regroupe 57 pays, et un Conseil Affaires étrangères défense, donc le pendant Union européenne, qui est prévu le même jour. Alors face aux incertitudes actuelles, à la menace sous toutes ses formes, qu'elles soient hybrides, qu'elles soient dans les espaces communs, le cyber, l'espace, les fonds marins, et face au recentrage américain, et bien sûr face à la guerre en Ukraine, on observe dans nos cercles otaniens un réveil stratégique de l'Europe et de l'Alliance. L'OTAN, aujourd'hui, est pour nous et pour nos alliés l'unique organisation militaire crédible et légitime pour faire face aux menaces collectivement. Pour ce qui concerne la France démontre quotidiennement son engagement pour la défense de l'Europe au sein de l'Alliance. On a évoqué le déploiement Aigle en Roumanie, avec plus de 1000 personnes, en Estonie, la mission Lynx, la participation aux forces navales de l'OTAN en Baltique, en Méditerranée, et la participation récente à l'Eastern Sentry qui a été lancée en septembre. Nous sommes également présents en Irak, ça a été évoqué dans un précédent point presse. Donc, ce qui démontre notre engagement pour la défense de l'Europe et plus largement un engagement à 360 degrés au sein de l'OTAN. Nous prendrons prochainement le commandement de l'Allied Reaction Force en 2026 pour cette composante, en 2027 pour d'autres. La France, dans ce cadre, est attachée au respect du modèle de force qui a été défini conjointement par l'Alliance et aux engagements qui ont été agréés par chaque nation. Enfin, la France, c'est aussi 800 personnes dans les états-majors de l'OTAN, les états-majors permanents. Alors, si la France a toujours su faire entendre une voix singulière à l'OTAN, ses engagements aujourd'hui et son format d'armée en font une des nations phares de l'OTAN en Europe. Elle est vue comme un allié fiable, elle est vue comme un allié solidaire et respectant ses engagements. Alors, depuis le sommet de La Haye, la situation en Europe a évolué, récemment avec les incursions, et la France a aussi dévoilé les grandes lignes de son action avec la parution de la revue nationale stratégique. Les enjeux pour la France lors de cette réunion des ministres et plus généralement dans l'OTAN sont donc multiples. Tout d'abord, adapter collectivement nos moyens. Cela, ça se traduit par un processus de planification capacitaire au sein de l'OTAN. J'essaierai de vous épargner un maximum tous les acronymes OTAN, qui sont parfois assez difficiles. Et par le biais de l'innovation qui est portée notamment par l'amiral Vendier,
qui commande le commandement allié pour la transformation. Il vous a présenté, je crois, il y a quelques mois, la Task Force X en Baltique. Donc adapter collectivement nos moyens, c'est suivre ces processus, être fidèle à ses engagements et pousser l'innovation lorsque cela est nécessaire. Dans ce cadre également, nous souhaitons œuvrer au développement des capacités européennes. Enfin, pour respecter les trajectoires financières dédiées à chaque nation lors du consensus qui a été obtenu à La Haye concernant les budgets nationaux. Il s'agit bien d'un engagement sur consensus, donc chaque nation a approuvé face à la menace l'augmentation de ses budgets. Pour ce qui est du budget de l'Alliance elle-même, nous veillerons également au respect de la trajectoire agréée en 2022 à Madrid. Ces trajectoires financières nationales et ces trajectoires financières de l'Alliance de Madrid se reflètent toutes les deux dans notre loi de programmation militaire. Donc ces efforts nécessaires à notre protection, qui ont été consentis par chaque nation, nous obligent à l'efficience. Nous défendons donc, côté français, au sein des enceintes OTAN, pour les aspects capacitaires et financiers, l'application de l'article 3 du traité. Cet article confère aux nations la responsabilité de se doter des moyens nécessaires, ce qui se traduit par les 5% que j'ai évoqués, et pour l'OTAN comme organisation, la responsabilité d'assurer la planification et la conduite des opérations, assumant un rôle capacitaire en complément, notamment pour l'interopérabilité. C'est en quelque sorte le ciment entre les briques, notamment par des facilitateurs stratégiques, des infrastructures de soutien, de l'interopérabilité sur les communications. Tout cela sans se substituer aux prérogatives nationales, définies à l'article 3. Et c'est bien dans ce sens que nous défendons les efforts consentis sur le plan financier et en 2022 à Madrid. Par ailleurs, il nous appartient, avec le soutien de l'Alliance, de conserver notre interopérabilité, entre équipements d'origine diverse, dans le soutien des forces déployées, avec le support des nations hôtes, dans la logistique et dans les communications. Cette interopérabilité, elle est éprouvée quotidiennement dans l'exercice qu'on conduit dans le cadre de l'OTAN. Et la réussite de ces exercices est autant un message de cohésion que d'efficacité. Alors dans le contexte actuel, j'y reviens, il nous faut adapter la posture de défense collective de l'OTAN. Ce sera l'un des grands enjeux de cette réunion. Cette posture, elle a été testée régulièrement, via des incursions, via différentes actions, dans différents champs. Elle appelle des réactions. Vous avez vu une réaction avec la création de l'opération Eastern Sentry récemment. Elle appelle aussi l'adaptation de nos capacités, et d'où le focus que nous avons sur l'innovation. S'agissant de cette posture, l'enjeu est de savoir répondre à niveau, ou de faire peser une menace pour dissuader un adversaire potentiel de le faire sur les nations de l'OTAN. Tout ça s'inscrit dans notre vision, dans une maîtrise totale de l'escalade. Concernant enfin le soutien à l'Ukraine, la France souhaite poursuivre ce qui a été fait dans le cadre de l'OTAN depuis 3 ans. Il y a d'abord eu un soutien politique fort qui a été réaffirmé au mois de juin. Il y a aussi un certain nombre d'organisations qui ont été mises en place par l'OTAN. Je vais en citer quelques-unes. Le Comprehensive Assistance Package, la NATO Security Assistance and Training to Ukraine, qui gère les formations et des équipements au profit des Ukrainiens, et le Joint Analysis Training and Education Center, qui a été créé récemment en Pologne, et qui permet d'échanger les leçons apprises par les Ukrainiens avec nous pour pouvoir améliorer nos doctrines et améliorer également leur entraînement. Nous voulons développer l'articulation de l'OTAN avec d'autres organisations, je pense notamment à la coalition des volontaires, dans laquelle plus de 30 pays sont engagés sous le pilotage franco-britannique. Et nous souhaitons également mobiliser l'industrie européenne en complément de l'industrie américaine. Pour la France, ce soutien à l'Ukraine doit donc jouer sur toute la gamme des initiatives et des moyens existants. Des moyens qui existent au sein de l'OTAN, des moyens qui existent dans les dispositifs adaptés, et les moyens de l'Union européenne qui ont déjà été lancés également. C'est pour nous le moyen d'incarner le pilier européen de l'OTAN. Ce pilier est déjà une réalité, au travers des initiatives dont je vous ai parlé, et il a été défini dans la revue nationale stratégique cet été, alors que je vais vous citer. Ce pilier européen, c'est l'ensemble des capacités et des approches communes ou définies conjointement qui permettent aux pays européens membres de l'OTAN d'agir conjointement par eux-mêmes pour leur défense. Il conviendra pour nous donc de veiller à ce que les initiatives de l'OTAN restent compatibles avec les orientations qui ont été prises dans le cadre de l'Union européenne ou d'autres initiatives. Je pense aujourd'hui à Security Action for Europe et bientôt à l'European Defence Investment Programme. Alors vous l'aurez compris, à nos yeux, dans le contexte que je vous ai rapidement brossé, la France se trouve dans une situation d'initiative
et de centralité grandissante. Nous souhaitons promouvoir une Europe plus forte qui permettra une alliance plus forte. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute question que vous auriez. Oui, merci pour cette présentation. J'aurais 2 questions. La première, vous n'avez pas mentionné le programme Pearl de l'OTAN pour le soutien à l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez un peu détailler ce programme, et notamment si la France y contribue et comment? Et la deuxième question, vous avez parlé des tests qu'a subi l'OTAN, la guerre hybride. Et la question, c'est comment est-ce qu'on remporte une guerre hybride? Comment est-ce qu'on on riposte, on réagit, on dissuade l'adversaire au-delà des mesures de défense qui ont été prises? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Sur la première d'abord, Pearl. Alors, je n'ai pas parlé de Pearl, effectivement. Donc, Pearl, c'est le Prioritized Ukraine Requirement List. J'en ai pas parlé parce que ce n'est pas à proprement parler une initiative OTAN. Pour autant, elle a été soutenue notamment par le secrétaire général dans les dernières réunions sur le soutien à l'Ukraine. Donc, qu'est-ce que Pearl? Cette liste priorisée des moyens pour l'Ukraine, c'est en fait une liste de moyens urgents qui peuvent être fournis par l'industrie américaine. Il faut bien avoir ça en tête. Il s'agit pour les Européens de payer auprès de l'industrie américaine des équipements critiques qui sont disponibles sur étagère ou en stock auprès des Américains, et donc de les fournir dans un temps court à l'Ukraine. Donc la France, évidemment, soutient cette initiative parce qu'elle permet d'équiper sous court préavis les forces ukrainiennes. En revanche, est-ce que la France participe financièrement à cette initiative? Aujourd'hui, non, pour plusieurs raisons. L'une d'elles est que, adossé à Pearl, vous avez un mécanisme OTAN qui s'appelle CURL, qui est le Comprehensive Ukraine Requirement List. Désolé pour ce genre d'acronyme et ces expressions anglaises. Donc ce CURL est géré par le centre dont je vous ai parlé, le NATO Security Assistance and Training for Ukraine. Et donc il édite une liste conjointement avec les Ukrainiens de tous les besoins qu'ils pourraient avoir. Dans cette liste CURL s'imbrique Pearl pour pouvoir répondre à tous les besoins immédiats et disponibles auprès de l'industrie américaine. Le reste peut être pris en charge par l'industrie européenne, et c'est plutôt comme ça à l'avenir qu'on voit les choses. Les autres raisons pour lesquelles, sur les premiers paquets de Pearl, donc c'est des paquets mensuels d'environ 500 millions de dollars, qui ont déjà été contractés par certains pays, les Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suède, en association entre eux, et potentiellement l'Allemagne et le Canada plus tard. Donc ces premiers paquets sont déjà pris en compte par certains pays. Et nous, en parallèle, nous avons un soutien qui est propre, et depuis 2022 qui ne s'est pas démenti, avec un centre de cession de matériel. Donc aujourd'hui, la répartition des tâches se fait de manière assez naturelle entre alliés, sur les paquets Pearl, sur le restant qui sera le paquet Curl, et sur les dons spontanés de matériel. Donc ce mécanisme financier Pearl, effectivement, est soutenu par la France, mais nous n'y participons pas, en tout cas financièrement, à ce stade. Votre deuxième question est, alors, j'allais dire, est plus compliquée pour moi, pour une raison très simple, c'est que là, on rentre dans le domaine des opérations. Je vais dire en introduction de propos, je suis plutôt sur la partie politico-militaire. En revanche, il faut savoir effectivement répondre à ces menaces ou ces incursions dans différents domaines. Et ça fera l'objet des discussions de mercredi. Donc je peux aujourd'hui rien vous dévoiler. Pourquoi? D'abord parce que c'est un domaine plutôt opérationnel. Et ensuite parce que certaines de ces discussions n'ont pas encore abouti. Ce qui est certain, c'est que sur le plan politique, il y a un alignement très fort de toutes les nations alliées. Merci. Donc effectivement, un des principes de l'hybridité, c'est de rester sous le seuil du conflit armé. Donc en fait, le terme guerre hybride est un terme usité, mais en fait, on reste sous le seuil, donc c'est pas véritablement une guerre. Et un des objectifs de la guerre hybride, c'est justement de créer des dilemmes et de rendre la décision un peu plus difficile à l'adversaire. Donc en fait, gagner une guerre hybride, comment dire, elle ne se gagne pas. En fait, c'est une compétition permanente. Et donc, c'est une palette dans le jeu de la conflictualité qui est jouée. Et donc ensuite, chaque pays ou chaque groupe de pays peut décider d'enrichir cette palette et de rester dans l'hybridité. Mais on ne peut pas dire qu'une guerre hybride se gagne, parce que c'est surtout dans le domaine psychologique et dans le domaine des perceptions que ça se joue. Commandant, bonjour. Christophe Villon pour le magazine Défense Expert, commandant. Des petites questions. Première question, vous avez évoqué tout à l'heure le modèle de force. Vous pouvez un petit peu nous éclairer
Qu'est-ce que vous entendez par là? Deuxième petite question, craignez-vous donc un désengagement de nos alliés américains, avec bien sûr plutôt axé maintenant sur l'Asie? A-t-on aussi, disons, une approche française au sein de l'OTAN, la fameuse, on va dire, French Touch? Et enfin, par rapport aux menaces qui augmentent, qui se multiplient, a-t-on encore les moyens d'être partout? Merci, commandant. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, vous m'avez posé la question du modèle de force, tout d'abord. Le modèle de force, en fait, c'est la traduction en termes d'effectifs ou de capacité des plans de réponse de l'OTAN. Donc, les plans de réponse de l'OTAN qui sont dans le domaine des opérations pour l'OTAN et qui définissent quelles sont les forces dont on a besoin. Ce modèle de force, il évolue en fonction des menaces. Et donc, être aligné avec le modèle de force, pour nous, c'est l'objectif qu'on a en tant qu'allié fiable et crédible. Alors, question sur nos alliés américains. Alors, première incise, les États-Unis sont nos alliés. Nous sommes les alliés des États-Unis. Et les États-Unis sont un membre éminent de l'OTAN. Là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Et ça a été, cet engagement a été renouvelé par Donald Trump au mois de juin dernier. Maintenant, oui, il y a une réorganisation, ce qu'on appelle le pivot vers l'Asie, mais qui date de l'administration Obama déjà. Et là, on la voit de manière plus forte. D'abord dans le déclaratoire de l'administration, et ensuite potentiellement dans une réorganisation. Aujourd'hui, on n'a pas encore de chiffres de réorganisation éventuelle. Ce qu'on observe, c'est que les Américains sont toujours autant investis dans l'OTAN et ont renouvelé d'ailleurs leur poste de commandement à l'OTAN, donc sont toujours présents. Donc on n'a pas aujourd'hui d'indice négatif de ce point de vue-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une préoccupation plus forte vers le homeland, vers le territoire national et vers le Pacifique. Nos échanges sont nombreux avec les Américains. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de crainte particulière sur ce sujet-là. Merci. On prend la question en audio. Oui, une question de Ingrid Weilet-Hanou du journal Interview francophone. Comment l'OTAN peut-elle prendre des décisions avec consensus? Et une deuxième question, quelles innovations et efforts d'innovation sont envisagés vu la difficulté d'intégrer les différences culturelles et d'analyse des contextes, y compris en conditions de data fog? Alors la première question, je vais la réinterpréter, je dirais plutôt que comment l'OTAN peut faire des décisions en consensus, comment l'OTAN arrive à décider aussi vite en consensus à 32, ce qui est un vrai succès. En tout cas, les convocations de l'article 4 au mois de septembre nous ont montré qu'on pouvait atteindre un consensus facilement. Comment on atteint un consensus au quotidien à l'OTAN? Par des compromis. Et on dit souvent qu'une bonne négociation est quand tout le monde est mécontent et qu'on a abouti à quelque chose. Donc c'est une vraie culture du compromis qu'on a à l'OTAN et qui se traduit aujourd'hui, en tout cas sur le plan opérationnel, par quelque chose d'assez, en tout cas au plan opérationnel, je vais rester au plan politico-militaire, mais par des décisions qui peuvent être prises assez rapidement, notamment, comme je disais, dans les convocations de l'article 4 et au quotidien au Conseil des ambassadeurs qui a lieu à Bruxelles toutes les semaines. Merci beaucoup. Alors pour les efforts d'innovation, il faut suivre le train du progrès. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir un état-major dédié à la transformation, commandé par l'amiral Vendier à Norfolk aux États-Unis, et qui est en pointe sur tous ces sujets-là, en pointe sur le retour d'expérience de l'Ukraine et en pointe sur tous les sujets de nouvelles technologies. Bonjour, commandant Éric Guégala, Radio France. Petite question touchant l'opérationnel. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir être très très précis, mais je voulais savoir si les règles d'engagement peuvent être différenciées par pays sur certaines opérations. Si c'est le cas sur certaines de ces opérations, je pense à Eastern Sentry par exemple, où on a eu des échelons politiques français, polonais, etc., qui ont, disons, parlé de réagir à des invasions de drones de façon un petit peu différente. Est-ce que les règles d'engagement sont les mêmes pour tous? Est-ce qu'elles sont évolutives? J'ai l'impression qu'il y a eu quand même quelques évolutions ces dernières années, notamment concernant les incursions de drones au sein de l'OTAN. Je laisse la parole à l'EMA sur ce sujet-là. Alors, au sujet des règles d'engagement, donc chaque pays est souverain sur son sol et donc établit ses propres règles. Lorsqu'on est dans une coalition, on a un set de règles d'engagement qui est commun.
Pour autant, il peut y avoir ce qu'on appelle des caveats, donc un pays. Alors, dans le cas particulier du fait aérien et de la guerre aérienne, ce qui est important surtout, c'est la rapidité dans la réaction. On n'a pas le temps de demander à une autorité supérieure otanienne l'autorisation ou pas d'ouvrir le feu. Donc, c'est règles sont préétablies. Et il peut y avoir des caveats par nation. Des nations considèrent qu'ils vont réduire leur niveau d'agressivité ou de leur niveau de réponse sur une décision qui est plutôt d'ordre politique. Donc on peut aller plus bas, mais on peut rarement aller plus haut en dehors du pays souverain lui-même qui est sur son propre sol. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Je crois que nous avons une autre question en audio. Oui, tout à fait. Question de Leila Minano d'Investigate Europe. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les capacity targets attribués à la France par l'OTAN et en dehors du pourcentage du GDP général? Alors les capacity targets, ça fait l'objet d'une mise à jour régulière des plans capacitaires de l'OTAN. En fait, tout ça s'inscrit dans le processus qui est piloté par le commandement pour la transformation, ACT, à Norfolk, donc dans le NATO Defense Planning. Vous avez des directives politiques qui se traduisent ensuite en capacity target, donc en cibles capacitaires. Ces cibles capacitaires, elles sont émises vers toutes les nations et réparties entre les nations. Donc, l'objet de votre question est de savoir comment on honore ces capacity targets. C'est justement l'une des déclinaisons de ces capacity targets. C'est l'effort qui a été collectivement, qui a été validé par chaque nation au sommet de l'AE. C'est une illustration directe de la conséquence entre l'évaluation de la menace, les directives politiques, sa déclinaison en cible capacitaire, capacity target, et derrière, quelles sont les conséquences. Dans le cas présent, c'est une augmentation de budget, mais surtout une orientation vers des nouvelles technologies. Merci beaucoup, commandant, pour cette présentation. Et nous passons maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Vernet. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer cette revue des opérations par l'Europe, où les armées françaises déploient des moyens terrestres, maritimes et aériens afin de contribuer à la surveillance et à la protection du flanc oriental de l'Alliance. Alors on débute par l'Espagne, où l'armée de l'air et de l'espace a participé au Flying Course 25-3 du Tactical Leadership Programme de l'OTAN, le TLP, ce qui est organisé à Albacete du 11 septembre au 3 octobre 2025. En mobilisant 184 militaires français, 8 Rafales et un avion de guerre aérien E-3F AWACS, ce programme a permis la qualification de 22 officiers comme chefs de mission. Ces derniers seront désormais en mesure de planifier et de diriger des opérations aériennes complexes qui peuvent réunir jusqu'à 50 avions multinationaux. En favorisant un langage technique commun, TLP renforce l'interopérabilité entre alliés et confirme la capacité de la France à s'intégrer pleinement dans une coalition en cas de conflit majeur. Plus à l'est maintenant, en Estonie, la contribution française au bataillon multinational de l'OTAN poursuit ses activités opérationnelles après 2 semaines de l'exercice interallié PICNE 2025. Déployée en renfort depuis le début du mois de septembre en prévision de cet exercice, la compagnie d'infanterie légère poursuit ses activités opérationnelles avec l'Estonian Defense League. Le 3 octobre, la section génie du sous-groupement tactique interarmes, donc le SGTIA français, a mené une série d'entraînements à la détonation d'explosifs en présence de 3 ingénieurs militaires des forces armées estoniennes. Cette séquence illustre la coopération étroite entre les sapeurs français et estoniens sur le camp de Tapa. En Roumanie maintenant, à Cinku, l'exercice Eagle Opportunity a engagé la compagnie d'infanterie française dans une séquence d'entraînement variée. Axé sur le combat de tranchées, les combats embarqués et débarqués, cet exercice a aussi comporté des séquences de tir toutes armes allant du missile anti-char au canon de 25 mm. Conduite sur une semaine, cette séquence a permis de consolider les savoir-faire tactiques et le maintien du haut niveau de préparation opérationnelle du bataillon multinational de l'OTAN. Cette activité démontre l'engagement continu de la France et de ses alliés pour renforcer l'interopérabilité des forces de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe.
En Pologne maintenant, depuis le début de son engagement en soutien à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne EUMAM, la France renforce les capacités des forces armées ukrainiennes, les FAU. Cette semaine, la contribution française se poursuit avec une formation dédiée à la neutralisation, l'enlèvement et la destruction d'explosifs, NEDEX. Les instructeurs ukrainiens sont également entraînés à la formation initiale des combattants. Ces instructions spécifiques contribuent à élargir le volume de formation des recrues des forces armées ukrainiennes. On se dirige maintenant vers la mer de Norvège, où une frégate de la Marine nationale est déployée pour contribuer à l'appréciation autonome de situations dans la région et à la préservation de la liberté de navigation. Le 6 octobre, la frégate a conduit un ravitaillement à la mer avec le ravitailleur norvégien Maud. Cet entraînement visait à entretenir les savoir-faire techniques de l'équipage et à renforcer l'interopérabilité franco-norvégienne au sein de l'Alliance Atlantique. Cette semaine, une frégate française assurant la surveillance des approches maritimes de l'Alliance a marqué un sous-marin russe évoluant au large de la Bretagne. L'engagement des moyens français contribuait à la maîtrise des approches maritimes de l'Alliance en contribution avec les autres forces de l'OTAN. On se rapproche maintenant de la mer Noire où un détachement du groupe de plongeurs démineurs Méditerranée, donc le GPD Med, participe à l'exercice Poséidon 2025 en Roumanie. Cet exercice est organisé à tour de rôle par les forces navales bulgares et roumaines et il se tient chaque année en mer Noire visant à améliorer la coopération et l'interopérabilité en matière de guerre des mines entre les pays membres de l'OTAN et ses partenaires. Donc, cette année, 13 pays participent à cette édition sous l'égide du Centre d'excellence pour la lutte contre les mines de l'OTAN. Ainsi, les forces alliées participantes renforcent leur capacité d'action conjointe afin de garantir la liberté de navigation. On passe maintenant au Proche et Moyen-Orient où les forces armées françaises conservent un dispositif à la fois réactif et adaptable, participant ainsi au maintien de la stabilité régionale. On commence par la Méditerranée orientale où un avion de patrouille maritime Atlantique 2 est déployé depuis le 22 septembre à la Sud, en Crète, afin d'y conduire des missions de surveillance maritime. Ces déploiements permettent de contribuer à l'appréciation de situations autonomes de la France dans la région. Au Liban maintenant, un détachement français de la Force Commander Reserve, la FCR, a conduit du 8 au 9 octobre une opération de reconnaissance dans le secteur de Bint Jbeil. Cette mission a été menée en coordination avec les forces armées libanaises, les FAL. Cette mission contribue à la surveillance de l'activité le long de la Blue Line. Ces actions permettent d'appuyer les forces armées libanaises dans le cadre de leur redéploiement dans le sud Liban et à renforcer la présence de la FINUL auprès des populations locales. On passe maintenant au ciel irakien où les Rafales déployés sur la base aérienne projetée au Levant ont réalisé 14 sorties dans le cadre de l'opération Inherent Resolve, OIR. Parmi ces sorties couvrant une large partie du spectre des missions aériennes, 2 missions ont été menées en coopération avec des contrôleurs irakiens. Au sol, un détachement d'instructeurs en provenance des forces françaises aux Émirats arabes unis a débuté lundi la formation d'un bataillon d'élite de l'armée de terre irakienne. Cette nouvelle étape du partenariat bilatéral qui unit la France et l'Irak répond à la demande des autorités irakiennes de renforcer les capacités opérationnelles de leur armée. On se tourne maintenant vers la mer Rouge où, à la suite de l'opération de sauvetage du navire de commerce hollandais Minerva Gracht, 2 bâtiments de la Marine nationale ont escorté 3 bâtiments de commerce et un navire pétrolier dans le cadre de la mission de l'Union européenne Aspides. La présence de la frégate de défense aérienne et de la frégate multimission démontre l'engagement des armées françaises pour la sûreté maritime et la liberté de navigation de Suez à Ormuz. On passe à la Corne de l'Afrique où la France s'engage aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense et poursuit les activités aériennes des Mirage 2000D et Mirage 2000-5. Lundi, des parachutistes français et djiboutiens ont effectué une séance de saut conjointe à partir d'un avion de transport CASA des forces françaises de la base aérienne 188. Au total, une 50aine de parachutistes djiboutiens ont participé à cet entraînement comportant un haut degré de technicité. Cet exercice a permis d'entretenir et de partager des savoir-faire opérationnels et de renforcer les liens entre les armées françaises et djiboutiennes.
Dans la zone Afrique, maintenant, les armées françaises poursuivent leur détachement d'instruction militaire opérationnelle à la demande des partenaires. Donc, du côté du Gabon, les militaires français du détachement de liaison interarmée poursuivent les formations menées au profit des forces armées gabonaises. Cette semaine, les stagiaires ont été formés à l'emploi de drones, au tir mortier et au combat en zone urbaine. En parallèle, le stage organisé par l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles, donc l'APERN, renforcé par ce même détachement français, se poursuit. Ce sont 46 élèves sous-officiers qui y sont formés au combat en jungle, afin de renforcer notamment les capacités du partenaire gabonais à la lutte contre l'orpaillage illégal. On poursuit avec le golfe de Guinée, où un porte-hélicoptère amphibie participe à la mission Corimbe de lutte contre les trafics illicites. Cette semaine, les aéronefs du bâtiment ont mené des vols de surveillance maritime en liaison avec les centres de coordination maritime ghanéens et ivoiriens. Tout ceci dans le cadre d'un exercice de lutte contre la pêche illicite. Embarqués dans le cadre de l'Académie Sirène, toujours, les officiers stagiaires des marines du golfe de Guinée participent pleinement à la préparation de ces opérations. Ils acquièrent ainsi une expérience concrète dans le domaine de la lutte contre les trafics maritimes. Enfin, le PHA a conduit des exercices de transportement et de ravitaillement à la mer avec le patrouilleur espagnol Rayo, illustrant le renforcement de la coopération européenne pour la stabilité maritime dans le golfe de Guinée. On poursuit maintenant avec la zone Indo-Pacifique et on commence avec le Mozambique, où un détachement d'instruction technique des forces armées de la zone sud de l'océan Indien s'est rendu à Maputo en renfort de la mission européenne EUMAM Mozambique. Du 9 septembre au 3 octobre, le détachement français a dispensé des formations sur la maintenance des véhicules au profit des forces armées du Mozambique, les FADM. Ce transfert de savoir-faire permet le renforcement des capacités logistiques des FADM engagées contre le terrorisme dans le nord du pays. Aux Philippines, maintenant, les armées françaises participent à l'exercice annuel Sama-Sama 25, co-organisé par les marines des États-Unis et des Philippines. Cet exercice axé sur la surveillance maritime et le déminage vise à renforcer la coopération régionale en matière de sûreté en mer. Pour cette édition, la France déploie un avion Falcon 50 en provenance de Polynésie française. Et donc, en Polynésie française, du 29 septembre au 3 octobre, les forces armées de Polynésie, donc les FAPF, ont organisé une formation aux visites de bâtiments au profit des forces armées des Fidji et du Tonga, sur la base navale de Papeete. Donc, ce stage, baptisé Visit Board Search and Seizure, qu'on peut traduire par arraisonnement, recherche et saisie, ont été menés dans le cadre de l'Académie du Pacifique, avec le soutien des moyens de la Marine nationale. On termine ce tour d'horizon en Martinique, où le stage d'initiation commando au Centre nautique et d'entraînement en forêt, donc le CNEF, s'est conclu le vendredi 3 octobre. Cette formation a permis un entraînement aux techniques commando en milieu tropical et en zone côtière, ainsi qu'un module d'aguerrissement au profit d'un détachement de militaires dominicains. Ainsi, les forces armées aux Antilles, donc les FA, développent et entretiennent la coopération militaire avec les partenaires de la zone Caraïbe. En mer, enfin, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer a mené une patrouille devant les côtes de l'île de Saint-Martin. Cette mission de souveraineté a permis de réaffirmer la présence des FA dans les eaux territoriales françaises et de contribuer à la prévention de potentiels trafics illicites dans la zone. Et ceci conclut mon intervention. Merci beaucoup, colonel. Merci. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Exceptionnellement, le point presse aura lieu le vendredi à 11h. Nous vous enverrons l'invitation dès que possible. Très bonne fin de semaine à vous tous.